d'inspecteurs et d'inspectrices, toutes matières confondues, et de chefs d'établissement. Ils ont entamé aussi un travail que nous avons appelé projet sur les évaluations pédagogiques des apprentissages. Nous aurons l'occasion de consulter quelques-uns de leurs travaux, surtout toutes les fiches qu'ils ont conçues. On a fait ce travail-là comme ça. On est resté 5 jours avec des experts et donc on a pu finaliser un petit guide. Alors, l'évaluation pédagogique et le contrôle des apprentissages. De quoi s'agit-il? De la régulation des apprentissages. Apprendre, c'est changer. C'est apprendre à changer. C'est autant prendre des risques que prendre du plaisir dans l'école. Chaque apprenant, en tout premier lieu, chaque élève, l'appellation est la même, se pose toujours 2 questions simultanées. La première question, à la fin de cet apprentissage, suis-je bien dans la norme de référence? La classe, le niveau de la matière, est-ce que je comprends? Est-ce que je peux suivre mon professeur? Mais qu'en ai-je à faire de cette matière? Et tout un tas de questions qui font que cet enfant est dans son propre monde. C'est la question du contrôle de sa mesure éventuelle, la note qu'il doit situer par rapport aux autres. C'est dans sa tête. Je dois avoir une bonne note. Ma famille attend une bonne note. Je ne dois pas laisser mon cousin me dépasser dans la note. Et tout un tas de trucs. Donc avant qu'il n'entame d'abord l'apprentissage. Et tout aussi importante, voire plus, mais où en suis-je vraiment par rapport à ce que je dois atteindre? Par rapport à mon état de départ dans cet ensemble d'apprentissage, par rapport à la lecture critique de mon cheminement qui me permettra d'accéder à l'autonomie. C'est là tout le champ des évaluations pédagogiques des apprentissages. Il faudrait toujours se remettre en projet. On ne peut pas commencer à discuter sur les évaluations sans prendre en considération le mot-clé de tout apprentissage qui est le projet. Le sens, il est dans le projet. Le sens, il est dans le projet. Il faudrait donc toujours se remettre en projet et rentrer dans la culture d'évaluation. Elle vient après. Donc, basculer vers l'évaluation bienveillante, intelligente. Aujourd'hui, nous faisons pratiquement 80 à 90% de contrôle dans nos écoles. L'évaluation tient bien une petite place, sinon elle n'est même pas là. Et nous pesons, le pire c'est que nous pesons du contrôle en pensant que nous pesons de l'évaluation. Donc basculer vers l'évaluation bienveillante intelligente, puisque nos pratiques sont dans la culture du contrôle. Si on arrive à avoir seulement 50% de contrôle et 50% d'évaluation dans les 5 à 7 ans qui viennent, nous avons réussi. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je ne vais pas commencer à travailler sur les évaluations en une année, et j'attends qu'à la fin de l'année, tous mes enseignants seraient inscrits dans l'évaluation. Le contrôle n'émancipera pas les élèves. Il faudrait se méfier de rester dans le paradoxe systémique. Le paradoxe systémique, c'est, je dis que ça doit changer, mais je ne fais rien pour que ça change. Il faut des éléments de référentiel évaluables en classe. Alhamdoulilah. Nous les avons dans le manuel que nous avons vu une petite partie hier. Si on enclenche ce processus de changement envers l'évaluation, ne vous attendez pas à voir donc les résultats au cours de l'année, comme je viens de le dire, ce sera un travail de longue haleine, car ce processus a installé
n'est pas l'œuvre du professeur ou l'œuvre de l'inspecteur seulement. Nous avons d'autres partenaires. Il y a toute la société à convaincre. Il y a les parents qui attendent la note, qui doivent comprendre que si leur enfant apprend des choses à l'école, ce serait mieux qu'on lui donne des notes. Donner une note, c'est facile, mais apprendre, c'est difficile. Donc la posture de l'enseignant convaincu ou pas, parce qu'il s'attachera à la note, bien sûr, c'est sa seule arme avec laquelle il peut faire pression, donc il ne va pas la lâcher comme cela facilement. Le partenaire social, donc les parents, qui doivent minimiser la valeur de la note et voir plutôt les appréciations et les recommandations, ce qui n'est pas certain. Et donc, demandera beaucoup de réflexion. L'administration aussi, à travers le projet d'établissement, elle doit suivre. Le sens, donc, il est dans le projet. Il est toujours dans le projet, à valeur de 50%. Et les autres 50%. 50% de sens, 30% de technologie, de technique, de démarche, de stratégie, de processus. Et les 20% qui restent, c'est uniquement le savoir et les connaissances. L'élève a besoin de 4 stratégies pour être autonome. Il a besoin de 4 stratégies pour être autonome. S'il n'a que la stratégie du professeur, il n'a que 25%. La représentation ne doit pas être négligée en évaluation pédagogique. Je parlerai bien sûr de représentation, deux mots, et représentation. La représentation, c'est la présentation du monde que vous avez en tête, tout simplement. Donc, aider à évaluer, c'est aider à expliciter son système de représentation. On compare à la fin ce que j'ai représenté au début. Là, donc, c'est le contrôle. Ce que j'ai représenté au début. Quand je le compare à la fin, je suis dans le contrôle. Je ne suis plus en évaluation. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir pourquoi, quand j'arrive à la fin, je rentre dans le contrôle, je ne peux plus être dans le processus d'évaluation. Évitez de donner des fiches toutes faites aux enseignants. Quand on donne une fiche, on modélise celui qui est en face. En accompagnement, il doit construire sa propre fiche. Motiver l'élève, c'est lui donner du sens, c'est partager le sens. On retrouve cela dans le manuel aussi. Plus le contrôle est fort, plus il oblige les élèves à tricher. Et la situation où on en est aujourd'hui. Nous avons 4 critères les plus utilisés dans le monde. La cohérence, la pertinence, l'efficacité et l'efficience. Le critère est un morceau de la valeur. Le critère, c'est un morceau de la valeur. Parce que il y a certains qui nous diront nous avons consulté tel ou tel, mais on n'a pas vu de valeur. Mais allez-y aux critères. Tout simplement, en consultant les critères, vous allez retrouver la valeur. 4 leviers pour réussir ce changement. Travailler en projet. 1. C'est plus qu'indispensable. Minimiser la valeur du contrôle. Et ça ne veut pas dire qu'on va lâcher le contrôle. Comme on l'a dit au début, 50% contrôle, 50% évaluation. Et même si on arrive à un peu moins, ce n'est pas grave. Faire complexe. Et faire complexe, on est dans les compétences. Et non plus dans la transmission du savoir. Changer de posture. Donc, adopter l'accompagnement et non l'enseignant-transmetteur. 3 fondements de l'accompagnement.
Nous avons ici 3 fondements de l'accompagnement. Le premier fondement, c'est l'initiatique. L'initiatique nous renvoie à Homère de l'Odyssée. La thérapeutique, c'est Hippocrate, bien sûr. Et Hippocrate, là, nous sommes en plein dans la psychologie. Rétablir l'équilibre entre la personne qui est en face de moi et soi-même. La maïeutique, c'est Socrate. Pour cela, je vous conseille de voir un ouvrage, si vous arrivez à le trouver, celui de Maëla Paul. Elle nous parle de l'accompagnement, une posture spécifique. Maëla Paul. M-A-E-L-A-P-A-U-L. Maëla Paul. Alors, l'accompagnement, je peux citer maintenant sur le champ 6 points sur lesquels on peut axer le travail, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, on peut élargir la liste. Abbas, s'il te plaît. Oui. Répétez le titre du livre. Maëla Paul. Le titre. Oui, l'accompagnement, une posture spécifique. Donc, l'accompagnement, une démarche centrée sur l'accompagné, posture afin de questionner nos stratégies actuelles, entrer dans le projet de l'autre, travailler sur les enjeux, le co-apprentissage, la formation, et on peut aussi élargir cette liste-là. D'abord, ce qui m'a donné l'idée de préparer déjà ce travail à l'avance, je l'ai déjà préparé bien avant, c'est l'exposé qui nous a été donné avec les programmes de 2e génération. L'exposé, il a été très bien fait. C'est un exposé qui est très bien fait. Mais c'est dommage, quand on l'a présenté aux enseignants, ils n'avaient rien compris. Dans sa posture, les mots utilisés, l'explication qui a été donnée, c'est bien ça concernant l'évaluation. Mais le donner comme cela aux enseignants, ils n'y comprendraient rien du tout. Vous l'aurez dans les documents, il y a certains inspecteurs qui m'ont dit qu'ils n'ont pas vu. Donc la démultiplication n'a pas été bien faite au niveau de leur wilayat. On va le mettre avec tous les documents que vous avez vus tout à l'heure. Vous les prendrez, Inch'Allah, à la fin du séminaire dans le CD. Il y a tous ces documents-là que vous voyez sur le tableau. Alors, c'est ce qui nous a donné l'idée de préparer un travail sur l'évaluation. Alors, attention, il faudrait distinguer entre valeur et idéologie. Il faudrait bien distinguer entre valeur et idéologie. L'idéologie peut mettre en avant ce que l'on ne met pas dans l'œuvre. L'idéologie peut se reconstruire, mais pas les valeurs, car elles sont universelles. L'idéologie est suspecte. Pourquoi? On y trouve parfois des idées fausses, des reconstructions, des principes en valeur. Donc, il faudrait essayer de faire attention de ne pas tomber dans le piège en prenant une idéologie, en la considérant comme valeur et à l'installer. La logique analytique cartésienne. Nous en avons parlé hier, j'en ai cité vaguement, la logique analytique cartésienne. C'est une action dans la logique cartésienne où nous allons voir 7 points, l'intitulé, l'objectif, le public ciblé, contenu, déroulement, résultat attendu, évaluation. Dans ce modèle, on travaille en groupe sur une tâche. Et pour contrôler le résultat, on met une note à la fin. Cette logique ne fonctionne plus aujourd'hui. Si je le dis, ce n'est pas moi qui le confirme, c'est l'UNESCO qui a présenté un rapport. D'après le rapport de l'UNESCO, de la Banque mondiale, de la Commission européenne, la logique, donc, ce modèle d'apprentissage de celui qui expose en rencontre un quart seulement de celui qui l'écoute. Donc, tout ce qu'on fait
il n'y a qu'un quart seulement qui parvient à être... les 3 quarts sont à l'extérieur. Et en conséquence, il n'y a que 27% des élèves qui réussissent avec le modèle classique d'apprentissage développé dans le monde. 73% d'échecs. On contrôle ce qui ne bouge pas. On évalue ce qui bouge. La logique systémique, centrée sur les acteurs, trajectoire individualisée, plutôt démarche intelligente, on évalue ce qui a le plus de sens. C'est ce qui est souhaitable. Action au projet dans la logique systémique, à quoi ça sert? Premièrement, il y a la visée, il y a l'impact, les objectifs évaluables par les acteurs clés bien sûr, le choix dans le positionnement des acteurs, stratégie de pilotage, organisation, régulation prévue, résultats attendus, traces, décision prise, capitalisation. Dans le modèle systémique, on travaille en équipe sur un projet. Ce ne seront plus les travaux de groupe, mais les travaux d'équipe. On évalue donc sur un carnet de bord. Un groupe travaille sur une tâche cartésienne, une équipe travaille sur un projet systémique. L'avenir, ce sont 2 outils. Le portefeuille de compétences ou portfolio, la trace du devenir de ces compétences. La trace du devenir de ces compétences. Vous savez aussi qu'un métier en général, c'est entre 7 à 14 compétences. Volant dit, un métier, c'est entre 10 à 15 compétences. La démarche de projet, reproduire du sens, aménager une identité, occasion de produire des compétences collectives, régulation du contrôle et de l'évaluation, faire autrement. 5 grands axes. Là aussi, je vous conseille de lire le livre de Jean-Marc Berthet. Jean-Marc Berthet, Berthet, B-E-R-T-H-E-T. Le titre, Question vive du partenariat et réussite éducative. Comment voyons-nous l'enseignement de demain? Il devra passer du stade de transmetteur au stade de médiateur, c'est-à-dire facilitateur en apprentissage. Cela suppose 1/3 la maîtrise du savoir, 1/3 la connaissance de 4 à 7 modèles théoriques d'apprentissage possibles, et l'autre tiers savoir travailler en équipe. Si mon enseignant a ces 3 pôles, je peux dire que cet enseignant a toutes les chances de réussir. Donc en termes organisationnels, cela pourrait donner un nombre d'heures d'enseignement traditionnel, ça ne va jamais disparaître. Il y aura aussi un nombre d'heures de centration sur l'apprenant, et là, c'est ce qui est demandé, et un nombre d'heures de travail en équipe. Et ça ne fait rien, ça va minimiser le résultat, mais quand même, c'est un début. Et au fur et à mesure, nous aurons des résultats meilleurs. Un véritable professionnel doit avoir des compétences solides dans son domaine. Il doit être porteur de sens et avoir un engagement important. Et là aussi, nous avons discuté pendant toutes ces journées où on est resté ensemble, et nos enseignants, on ne dit pas la majorité, mais on dira bien une grande partie des enseignants, n'ont pas ce premier point-là. Ils n'ont pas les connaissances solides de leur métier. L'inspecteur, lui, il doit questionner les modèles théoriques de référence, donc adopter une stratégie d'accompagnement à travers les portfolios d'enseignants. Quand on vous donne le portfolio, dans le portfolio, il y a tout le travail que l'enseignant a fait, tout le travail que l'enseignant a prévu de faire, que l'enseignant a fait, donc, et il y aura aussi, donc, c'est le reflet de l'enseignant. C'est le reflet de l'enseignant. Vous aurez tout. J'avais l'habitude de lui dire, donne-moi tes répartitions annuelles, donne-moi tes répartitions annuelles,
par projet, par séquence, etc. Non, tout simplement, quand je prends le portfolio, je vais directement chercher le plan annuel. J'ai mon plan annuel, il y a là la répartition annuelle, il y a les stratégies qu'il va utiliser pour faire acquérir les différentes compétences. Je trouverai aussi dans le portfolio, on parle de fiche, l'inspecteur, la posture d'inspecteur, c'est-à-dire que nous avons actuellement, on lui demande de nous donner la fiche. Vous allez trouver une préparation de séance. La compétence ne va pas s'installer par heure de travail, mais par séance. Quand j'entame d'installer une compétence, ça peut me prendre entre 3 ou 4 séances, 5 séances. Et nous allons le voir tout à l'heure quand nous allons aborder la compétence d'ici peu. Donc, nous allons aborder l'exposé. Alors, évaluer, c'est regarder plus loin. Ah oui. Voilà. Donc, évaluer, c'est regarder plus loin. Nous l'avons traduit. Hein. La traduction laisse à désirer parce que c'est des précisions qui l'ont traduit. Alors, vous allez voir le travail que ça va donner, puisque nous l'avons aussi exposé à l'ensemble des inspecteurs du primaire et l'ensemble des inspecteurs du moyen au niveau de la wilaya d'Adrar. Et il a été aussi exposé à Alger avec les collègues inspecteurs. Et il y avait des arabisants avec nous, des PER, etc. On était obligés de le traduire. Et n'empêche que la traduction va changer le sens de beaucoup de phrases que nous avons utilisées. Donc, évaluer, c'est regarder plus loin. Évaluer, c'est entrer dans le projet de l'autre. On évalue un projet en comparant des traces. On évalue avec des critères et des indicateurs. L'évaluation, c'est la réduction des subjectivités. Évaluer, c'est comparer. C'est porter un jugement de valeur. C'est analyser ce qui va, ce qui ne va pas. C'est construire un jugement de valeur pour qu'à la fin, je puisse choisir entre une ou plusieurs décisions. Je puisse choisir une décision ou entre plusieurs décisions. Comparer, j'utilise ici, évaluer, c'est comparer. Comparer quoi? Évaluer, c'est comparer 3 choses. Un référé, avec un référentiel et un référent. Un référé avec un référentiel et un référent. Un référé, c'est une réalité, ce que je vois, ce que j'entends. Un référent, c'est tout simplement faire autrement, prendre une autre posture. Un référentiel, objectif évaluable. 3 éléments indiscutables aussi. Nous avons le projet, les critères et les indicateurs, la compétence. Le projet, les critères et les indicateurs, la compétence. Le projet, vous voyez document 1, je vais présenter ici le document qui a été conçu et qui a été préparé par l'équipe d'inspecteurs, bien sûr, toute matière confondue, qui a essayé de nous donner une charpente que nous allons voir et qui sera aussi l'objet de travail dans les travaux d'atelier tout à l'heure que nous allons entamer. Donc, là, nous
l'équipe a choisi le projet éducatif. Le projet éducatif. Et là, comme vous le voyez, l'objet, de quoi parle-t-on? La démarche globale qui a pour ambition le développement des compétences de tous les acteurs, le questionnement des valeurs de référence. 2. Les enjeux, pourquoi travailler dessus? Réussite et autonomie de tous les acteurs, repositionnement des équipes professionnelles dans l'accompagnement du changement. 3. La démarche, comment s'y prendre? La démarche, comment s'y prendre? Équipe de pilotage représentative de l'ensemble des acteurs concernés. Questionnement, donc questionner les valeurs. Choix des objectifs évaluables. Positionnement. Sélection des actions significatives. Évaluation des actions, des effets et des impacts. Et la capitalisation. Indicateur de réussite. À quoi voit-on qu'on a réussi? Donc, document co-élaboré par tous les acteurs, projet d'accompagnement et les traces écrites. Alerte, quels sont les obstacles prévisibles? Résistance au changement, les malentendus que nous allons voir aussi tout à l'heure, confusion des concepts, repérage d'espace de liberté, évaluation réduite au rendement. Voilà concernant la fiche que les collègues ont produite et que vous aurez aussi tout à l'heure. Donc, les critères et les indicateurs, la compétence, 3 éléments indiscutables avec le projet. La vraie finalité de l'évaluation, c'est la réduction des subjectivités. Les outils qui nous permettent de procéder à cette réduction de la subjectivité, ce sont les références, d'où le référentiel. Chez nous, dans les langues, français, arabe, anglais, etc., donc ce sont les compétences tout simplement. Il faut que le référentiel soit évaluable. S'il n'est pas évaluable, ce n'est pas un référentiel, c'est une préparation de la consigne, tout simplement. Et là, on est en plein dans le contrôle. Évaluer, c'est questionner les valeurs. Éduquer, c'est aider. Éduquer, c'est aider l'autre à sortir de lui-même. Émanciper, c'est ouvrir la main. La fonction principale de l'école, c'est l'émancipation. Apprendre en un seul mot et apprendre en 2 mots, c'est prendre ce qui est extérieur à moi et le faire entrer en moi. Donc enseigner n'est pas apprendre. On évalue des processus, mais on contrôle des procédures. Un projet sans évaluation n'est pas un projet. Une évaluation sans projet est un contrôle. Ce n'est pas de la remédiation qu'il faut, mais de l'apprentissage multiple. Et là, ça ne concerne que moi, puisque les collègues, la plupart des collègues n'ont pas été d'accord avec moi et pensent que la remédiation, c'est la solution qui va aider nos apprenants donc à évoluer. Et ma propre vision, ce sont les apprentissages multiples et je vais expliquer pourquoi tout à travers l'explication de l'exposé. Un bon professeur doit pouvoir dire la même chose de 4 manières différentes. Il doit être un médiateur, un facilitateur d'apprentissage. Donc la première définition de l'évaluation, c'est questionner les valeurs. Et dire, s'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a que du contrôle. Et s'il n'y a que du contrôle, c'est la mesure. Contrôler n'a jamais produit de sens. Et comme on l'a dit au début, je le répéterai toujours, le sens, il est dans le projet. Nous sommes là pour faire réussir tous les élèves, surtout ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. Le contrôle écarte les élèves qui ne sont pas bons à l'école. Nos examens sont basés sur le contrôle des connaissances. La compétence, c'est toujours un acte situé. La compétence, c'est résoudre des problèmes complexes avec un engagement de la personne. Parler d'engagement, c'est parler
diptyque, c'est parler de sens. L'avenir, il est dans l'engagement. Et là, aussi, nous allons aller au document 2, quand nous allons voir aussi la compétence, le tableau qui a été réalisé par les collègues sur la compétence. Voilà le tableau que les collègues ont réalisé sur la compétence. L'objet, de quoi parle-t-on? Être compétent, c'est agir dans une situation signifiante en mobilisant des ressources internes et externes afin d'accomplir une tâche complexe. La compétence est évaluable. Les enjeux, pourquoi travailler dessus? Pour l'élève, développer l'autonomie, donner du sens aux apprentissages. Pour l'enseignant, faire évoluer ses pratiques de classe, donc différenciation pédagogique, accompagnement, construire ses projets pédagogiques conformément au programme. Pour l'inspecteur, passer de la formation à l'accompagnement, faire évoluer son identité professionnelle. La démarche, comment s'y prendre? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, oui, contre le N. Écrire une compétence, verbe d'action, situation, contexte, ayant du sens, critères et indicateurs de son évaluation. La réécrire avec les élèves, décomposer la compétence terminale en compétence intermédiaire et positionner. Indicateur de réussite, verbe d'action utilisé, situation significative et précise, critères et indicateurs sur l'action, critères et indicateurs sur la situation. Les alertes, quels sont les obstacles prévisibles, état actuel du référentiel, des compétences professionnelles, représentation, donc malentendu conceptuel, et l'absence de projet. Nous pensons travailler sur les projets, mais à la fin, il n'y a aucun projet. Les élèves ne produisent aucun projet. Donc, l'avenir, il est dans l'engagement. Une école qui n'est pas engagée est une école condamnée. Elle est appelée à disparaître. 5 pays dans le monde où l'école a disparu. Actuellement, on compte 5 pays dans le monde où il n'y a pas d'école. À force de respecter les contrôles, l'école a perdu son sens. L'école n'est plus porteuse de sens. Si on questionne aujourd'hui des élèves sur leur présence à l'école, qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Avoir des notes. Pourquoi tu vas à l'école? C'est pour avoir des notes, faire plaisir à mes parents. Ou bien en mille forces d'y aller. On ne va pas avec plaisir. Hein? La note stigmatise les élèves. C'est là que le verbe apprendre prend tout son sens. Il faudrait se soucier des élèves en difficulté scolaire et ceux qui sont en échec. On peut leur apprendre à coopérer avec les autres dans les travaux d'équipe et non pas dans les travaux de groupe. On peut leur apprendre à partager dans des groupes de compétences. On peut leur apprendre à partager leurs intelligences. Un élève qui ne connaît pas la langue française ne veut pas dire que c'est un élève qui n'est pas intelligent. Il ne connaît pas cette langue, il n'a pas eu l'occasion d'avoir un bon maître ou un bon professeur qui puisse le mettre sur la voie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. On peut exploiter son intelligence autrement et l'amener à aimer cette langue et à l'apprendre. La solution est de les accompagner pour qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Et là, nous allons aller aussi au document 3 qui a été présenté par les collègues sur l'accompagnement. Voilà. L'objet, de quoi parle-t-on? Accompagner, c'est aider l'autre à réussir. Accompagner, c'est aider l'autre à expliciter son cheminement. Pourquoi travailler dessus? Les enjeux. Pour l'accompagner, c'est développer ses compétences en autonomie. Pour l'accompagnant, c'est développement professionnel, améliorer la qualité du système.
la démarche, comment s'y prendre, rentrer dans le projet de l'accompagner, questionner pour positionner l'accompagner, pour construire des éléments du projet, aider à produire des traces. Et vous voyez ici, questionner pour positionner l'accompagné. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons choisi de travailler dans un atelier sur le positionnement. Le positionnement, il est très important. Le positionnement, il est très important. Si on n'aborde pas le positionnement dans l'enseignement par projet, on ne pourra jamais démarrer le projet. Il faudrait qu'il y ait ce positionnement-là. Nous avons l'habitude de dire... Oui, le positionnement, c'est au tout début. Au tout début, vous devez avoir au moins ce que vous avez l'habitude d'appeler évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, c'est une fausse appellation. Nous avons travaillé avec pendant plusieurs années, mais parler de diagnostic avec les élèves, c'est comme si nous avions devant nous un auditoire qui est malade. On diagnostique celui qui est malade. Ils ne sont pas malades. C'est nous qui sommes malades dans notre enseignement. Ils ne sont pas malades. C'est qu'il y a un malade. C'est nous qui sommes malades de notre enseignement. Eux, ils ne sont pas malades. Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre le mot positionnement? Je me positionne par rapport à. Je me positionne par rapport à. Il y a de la continuité. Voilà. De toutes les façons, vous voulez qu'on aborde maintenant la fiche du positionnement alors que c'est un travail d'atelier. Laissez les collègues finir le travail d'atelier, vous allez voir et découvrir ce procédé de positionnement. Donc, indicateur de réussite, à quoi voit-on qu'on a réussi? Le portfolio de l'accompagné, le portfolio de l'accompagnant. Et là, nous avons l'élève, le portfolio de l'élève, le portfolio de l'inspecteur, du professeur d'abord, et le portfolio de l'inspecteur. Même l'inspecteur a son propre portfolio. Alors, les alertes, quels sont les obstacles prévisibles? Malentendu sur les concepts, faire à la place de l'autre, imposer des modèles. Et la liste, elle est longue. Nous allons le voir aussi au fur et à mesure que nous allons avancer. Aider les élèves à être autonomes dans leurs pensées. La solution est de les accompagner par les évaluations. La solution est de les accompagner par les évaluations. Et là aussi, les collègues ont produit une fiche sur les évaluations. L'évaluation, objet de quoi parle-t-on? C'est donner du sens et de la valeur à l'apprentissage scolaire. C'est construire un jugement sur la qualité du changement en croisant les regards sur le cheminement des apprentissages. Les enjeux, pourquoi travailler dessus? Pour l'élève, donner du sens aux apprentissages, c'est l'aider à construire son autonomie. Pour l'enseignant, réguler les apprentissages, différencier les stratégies. La démarche, élaborer la situation terminale d'évaluation avec critères et indicateurs pour construire avec les élèves le positionnement collectif et personnalisé, comparer le résultat avec l'attendu puis comparer le résultat avec le départ, expliciter la qualité du cheminement. Indicateur de réussite, traces successives, traces d'élèves bien sûr, objectif terminal évaluable, éléments du positionnement, éléments d'explicitation, le portfolio, traces du projet de l'enseignant. Alerte, quels sont les obstacles prévisibles? Confusion entre contrôle et évaluation, omniprésence du contrôle. Donc, aider les élèves à être autonomes dans leurs pensées, la solution est de les accompagner par les évaluations. Le chef d'établissement doit tout faire pour pousser les enseignants à prendre le risque pour faire autrement, tout en restant le pilote pédagogique de son établissement.
parce qu'ils se sentent un peu comme si ça ne les concerne pas et qu'ils doivent s'occuper que des affaires administratives. Et bien non, la pédagogie aussi est un axe de travail donc, du chef d'établissement. Ceux qui ont de bonnes notes réussissent dans l'école. Le chef d'établissement, les inspecteurs doivent guider et orienter les professeurs pour faire autrement. L'éducateur doit renouveler, doit revoir, doit revaloriser, il doit accompagner, il doit orienter, etc. Tant de verbes qui ont tous leur importance. Faire des projets, c'est l'éducatif. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans l'éducatif, ce qui intéresse, c'est la compétence et non pas la connaissance. Tantôt on enseigne, tantôt on forme, tantôt on accompagne. Enseigner, c'est résister. Pour que les enseignants résistent, il faut que les élèves réussissent. S'ils ne réussissent pas, il n'y aura pas de résistance. Là, il ne faut pas dire à l'enseignant ce qu'il faut faire, mais on va l'aider à dire ce qu'il doit faire. Donc, il y aura de la construction ensemble. Nous construisons ensemble. Et là, il y a l'accompagnement. Pour qu'un projet aboutisse, il faudrait accompagner, non pas ordonner ce qu'il faut faire. Accompagner, c'est rentrer dans le projet de l'autre pour qu'il réussisse. Le pourquoi est plus important que le quoi. Le style cognitif du professeur ne rencontre qu'une fois sur 7 le style cognitif de l'élève. Ce qui veut dire qu'en une séance d'1 heure, l'élève ne va prendre que 7 ou 8 minutes. Il ne va bénéficier que de 7 ou 8 minutes en 1 heure de travail. Et là, vous savez comment ça se passe? C'est du braque, tout un cours, du début à la fin, activité, co-activité, du début à la fin. L'élève, au bout de 10 à 15 minutes, il n'est plus avec nous en classe. Il est dans son monde. Et on pense que les élèves sont avec nous. Mais il est dans son monde. Et voilà. Et donc, pourquoi ne pas construire une fiche? Une fiche. L'enseignant doit construire une fiche avec des moments de 10 minutes dans la fiche. 10 minutes apprentissage, 1 ou 2 minutes, je fais sortir carrément l'élève du bain de l'apprentissage et je le ramène. Et c'est là où rentre la technicité de l'enseignant. Donc, si je le fais, ça me fait 4 moments de 10 minutes dans l'heure. Si je compte les 5 premières minutes qui vont disparaître comme cela, les 5 dernières minutes, donc 50 minutes qui restent, plus les digressions, je vais travailler sur seulement 40 minutes. Et 40 minutes, si l'élève arrive à me suivre et à avoir 40 minutes d'apprentissage, c'est la réussite. Accompagner donc, c'est rentrer dans le projet de l'autre pour qu'il réussisse. Et là aussi, les collègues ont établi une fiche sur l'accompagnement que nous allons voir tout de suite. Le pourquoi est plus important que le quoi. Le style cognitif du professeur ne rencontre qu'une fois sur 7 le style cognitif de l'élève. Le sens n'est jamais dans l'action, mais il est dans le projet. Je le répète toujours, le référent va plus loin que le projet. Faire l'évaluation pédagogique pour que les élèves comprennent ce qu'ils doivent dire et écrire. Faire cette évaluation pour augmenter l'art d'équipe. Développer l'intelligence, faire de la critique. La note ne permet pas de le faire. Vous n'arriverez pas à faire travailler vos élèves par compétences si vous ne travaillez pas vous-même vos propres compétences. C'est ce que j'ai toujours répété aux enseignants. Donc c'est l'élève qui est au centre du système. Le professeur, l'inspecteur ne sont que des médiateurs, des facilitateurs, des accompagnants et un peu contrôleurs. Quand on n'a pas les ressources pour accompagner l'élève, il faudrait l'arrêter. Je n'apprends que si j'ai une image positive de moi en apprentissage. S'il n'y a pas ce replay, ce retour qui me parvient, je n'apprendrai pas. C'est la première graine de l'apprentissage. Ce n'est pas de la remédiation qu'il faut, mais de l'apprentissage multiple. Si on s'entête à vouloir finir vite le programme, ou à ne transmettre que du savoir, ou si on fait la même chose pour tout le monde, nous n'aurons qu'un élève sur 4 qui réussira. D'où
privilégier un peu les travaux d'équipe. 3 sur 4 élèves seront perdus. Et après, un cerveau, quel gars, mon élève qui saute le mur de ma maison pour venir me voler. Ce n'est pas au professeur de dire à l'élève de restituer la leçon ou de dire ce qu'il a compris de la leçon. Il faudrait l'accompagner. Quand quelqu'un dit « j'évalue mes élèves », vous pouvez lui dire dès le début qu'il se trompe. Pour évaluer, il faut être 2 ou plus. Pour évaluer, il faudrait entrer dans le projet de l'autre pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce n'est pas donner une note en pensant que je suis en train de l'évaluer. Évaluer n'est pas contrôler. Évaluer, c'est dire la valeur. Contrôler, c'est dire la norme. Il faut évaluer pour valoriser. L'évaluation se négocie. Le contrôle ne se négocie pas. La qualité de la pensée exprimée dans l'évaluation de la compétence, on ne regarde pas le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et autres, mais plutôt il faudrait ritualiser les acquis de base pour une évaluation didactique qui n'est pas une évaluation des apprentissages. Pour ce faire, on doit avoir contrôlé avant. Vous voyez que là, on ne peut pas s'en passer du contrôle, mais ne pas lui donner la place, toute la place dans l'apprentissage. Cette qualité de la pensée exprimée, bien sûr, est peut-être l'intelligence de texte, la cohérence du texte, la qualité du texte. On évalue les acquis pour regarder les résultats. L'ingénierie pédagogique, c'est le cœur du travail de l'enseignant, car il doit construire l'ensemble de ses apprentissages pour finaliser, qui est une compétence. Premier malentendu, évaluation continue, que nous allons voir quand nous allons arriver à la diapo 35 et 36. Deuxième malentendu, contrôler c'est un métier, évaluer c'est une posture de régulation dans un changement. Le contrôle est objectif, qui sort de la personne. L'évaluation n'est jamais objective. On évalue à 2 pour que tu prennes de la distance par rapport à ta trajectoire. Donc à un moment tu la mesures et tu es dans le contrôle. Ne jamais évaluer à la fin. À la fin, il n'y aura que du contrôle, d'où le taux de passage, taux de réussite, taux d'échec. Vous ne pouvez regarder à la fin que ce que vous avez regardé au début. Et au début, c'est le positionnement. C'est ce qu'on appelle l'évaluation initiale ou évaluation de départ. Ce n'est pas l'évaluation diagnostique. Le positionnement, c'est voir les hypothèses maîtrisées et voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous aurons aussi 2-3 fiches sur le positionnement qui seront exploitées par les travaux d'atelier. Aujourd'hui, je regarde comment il fait. À la fin, je dois voir ceci ou cela, donc les changements. Au milieu, c'est l'évaluation formative. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne seras pas avec moi? C'est l'évaluation de transfert. Évaluer, c'est expliquer la nature du changement. Quatrième malentendu, c'est celui de l'auto-évaluation. Est-ce qu'on s'évalue tout seul? Oui, à condition qu'il y ait un référent. Il faut que je compare ce que je fais avec le référent. Évaluer, c'est porter un regard critique et comparer. Cinquième malentendu, l'expert n'évalue pas. Et nous allons voir pourquoi aussi. Les ingénieries du changement. L'ingénierie du projet, l'ingénierie des évaluations, l'ingénierie des compétences, l'ingénierie d'accompagnement, l'ingénierie de formation, et nous aurons aussi beaucoup d'autres ingénieries qui vont sortir de ce... Alors, voilà les 2 tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le premier malentendu. Contrôle, évaluation. Le contrôle est objectif. L'évaluation, elle est subjective. Le contrôle, il n'est pas négociable. L'évaluation est négociable. Le contrôle, c'est la note, la mesure. L'évaluation, c'est la valeur. Le contrôle, c'est la procédure. L'évaluation, c'est les processus. Le contrôle, c'est de l'extérieur, tout ce qui entoure. L'évaluation, c'est procédé interne de la formation de l'être, on ne le voit pas.
Le contrôle, on est contrôleur, évaluation, évaluateur, constructif. Contrôle, transmetteur, système. Évaluation, médiateur, facilitatif. Contrôle, connaissance, dans le domaine des connaissances. Évaluation, dans le domaine des compétences. Contrôle, on ne parle que de contenu des acquis. Évaluation, le projet, la représentation. Contrôle, classement de l'élève par rapport à ses pairs. Évaluation, comparaison de l'élève à lui-même. Contrôle, conformité par rapport à un système. Évaluation, nous avons l'autonomie. Un des objectifs de l'évaluation, l'autonomie. Simplicité au contrôle, complexité à l'évaluation. C'est-à-dire, Oui. c'est dans ce tableau, dans chaque fois vous dites c'est-à-dire. C'est-à-dire, comment ça? On remet le tableau. Oui. Chaque fois on dit c'est-à-dire, avec un exemple. Oui, bien sûr. Pour que ça ne reste pas vague et théorique. Oui, on va. C'est un des objectifs étant le théorique. On va refaire ça. C'est sûr, on va reprendre une partie de notre travail. Il n'y a aucun problème pour les exemples. Nous aurons tous les exemples nécessaires. Et je te forme de tableaux, et ce ne sont pas des exemples qui m'appartiennent, c'est des exemples qui sont venus par les collègues instructeurs. Alors, avec le contrôle, je suis dans le monde. Avec l'évaluation, je suis dans mon monde. Alors, pour passer du contrôle à l'évaluation, il faudrait obligatoirement le changement de vision de tous les facteurs. D'abord, dédramatiser l'idée de la note, puis adopter les pratiques d'évaluation. Si on arrive à 50% contrôle, 50% évaluation, on peut dire que nous avons réussi. Ça reste dans la théorie. Alors, s'il vous plaît, il me reste maintenant à passer une petite séquence, s'il vous plaît, Ramdani. Il nous reste à passer une petite séquence de vidéo de Bernard Rey qui donne son avis sur l'évaluation correcte. Petite séquence, ça prend maximum 1 ou 2 minutes.